Je savais ce que je pouvais faire, mais les affaires que je ne pouvais pas faire. Puis ce qui était difficile, évidemment, comme parents, on aimerait toujours être là pour nos enfants, pour qu'ils n'arrivent à rien, puis de parer, si on veut, à leur au moins de petits besoins, puis des problèmes, puis tout ça même. Mais évidemment, on ne peut pas faire ça. Suivant le décès de ma femme, que eux devaient vivre également cicatriser. Disons, on ne guérit pas vraiment de ça, mais on cicatriser évidemment la blessure qui est là. Et ça, c'est quelque chose également qui ajoutait à la douleur, je dirais, où on aimerait ça prendre la douleur de nos enfants puis les ramener à nous pour que les autres arrêtent de souffrir. Puis c'est vraiment nous autres qui sommes capables d'en prendre puis le faire, mais on ne peut pas le faire à ce moment-là. Ils doivent le faire également. Ça fait partie du processus de deuil et de guérison. Et j'ai pris sur moi, de m'imposer certaines limites en disant ça, je peux pas gérer ça tout seul. Je peux pas, j'ai déjà, moi, géré. Bienvenue au 28e épisode de La Quarantaine, une série balado de 40 conversations avec des personnes de 40 à 49 ans qui se racontent. On prend le temps de se parler pour mieux se comprendre. Mon nom est Brigitte Gemme et j'adore faire parler les autres. Ce projet, c'est ma manière de donner du sens à ce milieu de vie où on continue de grandir et où on peut encore se redéfinir. Frédéric Maltais, natif de la Côte-Nord et ancien Gaspésien, est père de 3 adolescentes et avocat pour le gouvernement du Québec. Il a une voix calme, une approche rassurante, mais ne vous y méprenez pas, sa spécialité est le litige et il est un redoutable plaideur. En 2020, toutefois, il s'est retrouvé face à un défi contre lequel il ne pouvait pas conjurer d'arguments, le décès subit de sa conjointe. Frédéric a généreusement accepté de partager son histoire avec moi, incluant son enfance en région, sa décision d'étudier en droit et sa transition du hockey amateur au curling. Nous nous sommes attardés à sa transition de carrière du secteur privé au secteur public. On parle aussi de ce que c'est la vie au jour le jour, quand un être cher nous quitte et qu'on se retrouve soudainement parent unique. Merci de partager ce moment avec nous. On se retrouve à la fin. J'ai le bonheur d'accueillir aujourd'hui au micro de La Quarantaine Frédéric Maltais. Bonjour Frédéric. Bonjour Brigitte. C'est un plaisir de pouvoir passer ce moment avec toi pour parler de tout ce qui nous est arrivé dans les dernières 20 années qu'on ne s'est pas vus et davantage. Mais je dois d'abord vérifier ton éligibilité. Quel âge as-tu? 46 ans. On est correct. C'est merveilleux en plein milieu de quarantaine. Et pour mettre la table, j'aimerais te demander de me parler de ton quotidien, juste pour nous situer un peu dans ta vie. Où est-ce que tu vis? Avec qui? Qu'est-ce que tu fais de tes journées? Ainsi de suite. Alors, mon quotidien, j'habite à Québec depuis déjà de nombreuses années. Dans la vie de tous les jours, en fait, au quotidien, je suis l'heureux père de trois enfants, malgré leur âge, ça demeure quand même des enfants, 18, 17 et 15 ans, 3 filles que j'adore. Alors, avec le bonheur et les défis, évidemment, que ça représente, au quotidien, on se voit le matin, on se voit la soirée, évidemment, mais le travail, l'école, certaines d'entre elles ont des emplois également là, d'étudiantes. Alors, ça met beaucoup de vie dans la maison. Alors, au quotidien, la vie de famille classique, très, très agréable. Et dans la vie de tous les jours, comme travail, je suis avocat à la direction du contentieux au ministère de la Justice. Alors, je travaille au palais de justice à Québec. Mon travail au quotidien consiste essentiellement à représenter le procureur général du Québec dans les dossiers judiciaires en demande ou en défense lorsque l'État est appelé à devoir être représenté devant les tribunaux pour différents litiges. Alors, évidemment, je ne suis pas à la cour tous les jours. On peut passer une partie de mes journées à rencontrer des gens, notamment les représentants pour les différents ministères que je vais t'appeler à représenter. Et comme avocat plaidant alors à la cour pour différentes raisons, les procès, évidemment, mais pour d'autres interventions qui peuvent m'amener à devoir aller
aller faire des représentations devant le tribunal. Alors, essentiellement, c'est mon quotidien. Donc, tu n'es pas juste dans l'administration du ministère du service du contentieux, tu es un plaideur aussi. Voilà, en fait, je suis plaideur. Je ne suis pas dans l'administration. Je ne suis pas un OK, pas du tout. gestionnaire. Je suis pas un gestionnaire au sein du ministère. Je suis un avocat plaideur. Alors, je reçois les dossiers litigieux pour le procureur général. Alors, et ces dossiers-là, ben, je vais les traiter de A à Z, alors du début jusqu'à éventuellement un procès s'il y en a. Alors, c'est vraiment comme plaideur là, qui occupe mes journées, là. C'est mon travail. OK. Et est-ce que tu fais d'autres choses à l'extérieur de la famille immédiate et du travail? Ben, j'ai des intérêts, évidemment, là, que ce soit en fait, au niveau plus personnel. En fait, j'ai joué au hockey pendant plusieurs années. La pandémie, quelques blessures ont stoppé ma carrière, qui allait bon train quand même, mais ça l'a stoppé ma fascinante carrière d'hockeyeur. Et bon, la pandémie, évidemment, comme un peu tout le monde et pour le reste, là, ça a stoppé bien les choses, dont ça. Et depuis maintenant, là, pratiquement un an, je me suis relancé comme curler, donc faire du curling maintenant. Alors, ça fait un an que j'aimais bien comme sport. J'ai décidé de me lancer en faire. Alors, depuis à peu près un an, je suis parti d'une ligue de curling. Pas pire, pas parfait, mais quand même. Alors, ça permet c'est pas le même cardio que le hockey, là, je le confirme, là, mais quand même, d'une vie, c'est intéressant comme sport, comme activité, voir du monde également. Sympathique, hein, de socialiser puis de fréquenter des personnes de toute origine qui pratiquent ce sport-là, moins populaire au Québec que dans le reste du pays, mais quand même une belle crowd, si on veut, là. Il paraît qu'il y a une renaissance du curling ou une naissance du curling au Québec. Ouais, ben on a quand même, de ce que je peux constater, quand même des personnes qui ont participé à des tournois, notamment pan-canadiens, qui ont eu le mérite, évidemment, de bien performer au niveau provincial, puis au niveau canadien, puis ont eu également une belle publicité, je dirais, de la part de certains réseaux qui font en sorte qu'à un moment donné, ça a peut-être accéléré ou permis d'accroître la popularité de ce sport-là, puis pour les personnes qui connaissaient pas ou qui étaient curieux, mais qui ont voulu s'impliquer dans ce sport-là, puis participer. Alors, oui, même au club, évidemment, je suis membre depuis peu, alors je serais mal placé de faire une historique là, du curling à Québec, là, mais pour en avoir discuté avec des gens qui en font depuis plusieurs années, ont constaté là, quand même une augmentation du membership à tout événement des personnes qui veulent participer à ce genre de sport-là et devenir membre de partie des ligues, différentes ligues de curling au Québec. Alors, wow! Voilà. C'est donc bien le fun. Je ne m'attendais pas à ce qu'on parle de curling ce matin. Non, on y reviendra. On y reviendra à la fin quand on parle plus de l'avenir de notre corps, car nous n'en avons qu'un, n'est-ce pas? Ben écoute, merci pour le tour d'horizon et j'aimerais maintenant t'amener à prendre voyager dans une machine à voyager dans le temps. Parlons de tes origines. D'où viens-tu? Je viens de Bécomo, sur la Côte-Nord. J'ai un frère, un peu plus jeune que moi. Mon père et ma mère viennent de la Côte-Nord également. J'ai habité à Bécomo jusqu'à 12 ans. Avant de déménager, mon père, une formation d'électricien, était monteur de ligne, entre autres monteur de ligne électricien pour, à l'époque, Québec Téléphone, qui était racheté par TELUS plusieurs années plus tard, mais à l'époque, c'était Québec Téléphone. Alors, travaillait pour cette entreprise. Ma mère a occupé plusieurs emplois, mais quand j'étais jeune, étant essentiellement mère au foyer, alors c'est elle j'ai eu la chance
en fait, de voir ma mère tous les jours. Et c'est elle qui gardait certains voisins dans la rue. Alors, les réseaux de garderie, il n'y en avait pas tant dans le temps. Les CPS n'existaient pas, mais j'ai des garderies, me faire garder pour à temps plein ou même à temps partiel, j'ai pas tant connu ça. Alors, j'ai eu la chance de voir ma mère là, pratiquement tous les jours à peu près. Alors, elle a occupé différents emplois là, quand j'étais à Bécomo. Pendant mon enfance, parce qu'on est déménagé par la suite là, à Gaspé, mais c'était plus ma période adolescente, pour l'adolescence. Mais en enfance, c'est ça, à Bécomo. Alors, vie classique, là, jeunesse classique heureuse là, le petit gars de la Côte-Nord, là, où bon, ben, on jouait à la guerre, on faisait du bicycle. C'était pas du vélo, c'est du bicycle quand j'étais jeune, là. Alors, on faisait du Bicycle bicycle. à pédale. Bicycle à pédale, puis BMX, puis voilà. Alors, ça a été mon enfance. Puis à peu près comme mes amis, les petits gars du moins que je fréquentais. Alors, autour de plan de carrière ou d'emploi à vue, sinon de devenir tour à tour pompier, policier ou astronaute. Alors, on a fait le tour. Et alors voilà, c'était une enfance là heureuse évidemment pour ma part là, à Bécomo. Et à la fin, en fait, de mon primaire, on est déménagé, une promotion pour mon père, là, qui a une promotion, donc, qui l'a amené à l'avoir travaillé à Gaspé. Alors, on est déménagé en Gaspésie, où j'ai fait mon secondaire et mon cégep. Alors, ma vie d'adolescence, je l'ai vécu là-bas. Le Il était cégep de Matane? de Gaspé. Cégep de Cégep de Gaspésie Gaspé, des îles, OK. oui. Cégep de la Gaspésie et des îles à Gaspé, polyvalente à Gaspé également. Alors, belles années également d'adolescence là-bas. Par la suite, l'université à Québec, alors, l'Université Laval, où j'ai fait mon droit. Dans l'intervalle, mes parents sont déménagés, promotion encore, changement d'emploi, toujours au sein de la même entreprise là, pour mes parents là, à Sainte-Marie-de-Beauce. Et alors, j'ai fait mon droit à Québec et suite à l'université et au barreau, j'ai commencé à travailler d'abord un an au ministère des Transports, au gouvernement, pour ensuite là, orienter ma pratique en pratique privée, où j'ai travaillé essentiellement pendant une vingtaine d'années dans différents cabinets, avant de revenir depuis presque 3 ans pour le ministère de la Justice. On va y revenir à cette transition-là parce que ça m'intéresse beaucoup parce que c'est quand même pas une petite transition, en tout cas, je pense, on y reviendra. Est-ce que tes parents, les Maltais, est-ce que tu en sais un peu sur tes origines plus lointaines et puis comment ils s'étaient retrouvés à Bécomo? Au niveau des Maltais, je sais qu'il y avait il y avait les Maltais du Saguenay-Lac-Saint-Jean, hein. Il y avait cette souche-là, la souche de la Côte-Nord. De notre côté, on était pour les Maltais de la Côte-Nord. Ma mère, une Tremblay. La Côte-Nord également. Ben, Tremblay, on oriente beaucoup vers le Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais il y a une souche, semble-t-il, de la Côte-Nord. Alors, mes deux parents venaient de la Côte-Nord, tous les deux. Tes grands-parents étaient là aussi, c'est ça? Oui, mes grands-parents, ma grand-mère, mes grands-parents du côté de ma mère venaient de la Côte-Nord, du côté de mon père, dans le coin de Tadoussac-Sacré-Cœur, dans ce coin-là, initialement, avait déménagé pour Grande-Bergeronne, un peu plus au nord, sur la Côte-Nord, où mon père est né. Ma mère habitait à Autrive. C'est rendu fusionné maintenant, Autrive-Bécomo, mais à l'époque, c'était deux villes, là. Il y avait Bécomo et Autrive. Semble-t-il que c'était une guerre sans merci, que j'ai pas connue, mais m'a-t-on raconté qu'il y avait, c'était quelque chose, alors que la fusion n'a pas été évidente. J'étais très jeune quand les deux villes ont fusionné.
Et même encore aujourd'hui, bon, ça fait quelque temps que j'ai pas été, mais encore, ça tend à se rapprocher, mais entre les deux villes, même si c'est la même ville, il y a encore le grand boulevard entre les deux qui les sépare, qui les unit. C'est selon, mais bref. Alors, ouais, c'est d'origine vraiment là, purement de la Côte-Nord, là, qui est l'essentiel de ma famille habitait là. Et peu à peu, au fil des années, ça s'est dispersé. Bon, mais Québec, au Saguenay, quelques-uns qui habitaient là quand même, mais pour l'essentiel, c'était à Bécomo, au Triu Bécomo. Et ben là, ça s'est dispersé avec le temps. Québec, certains Montréal, cousins, cousines un peu éparpillés également à travers le Québec. Alors, mais je dirais pour l'essentiel, la très grande majorité de ma famille, tant du côté de ma mère que de mon père, était à Bécomo. Alors, c'était, je me rappelle, dans les fêtes, Noël, c'était chacun recevait, que c'était pour le brunch ou pour le souper. Alors, chacun voulait faire sa petite contribution. C'était temps des fêtes, là, du 24 au soir jusqu'au 2-3 janvier, où à peu près tout le monde se recevait. C'est des grandes familles. Ma mère, ils étaient 7, mon père 11. Alors, quand chacun veut recevoir tout le monde, ou à peu près, ben c'est sûr que le temps des fêtes là, était très occupé. Alors, j'ai des très beaux souvenirs avec mes cousins, cousines, oncles et tantes, là, chez moi ou chez l'un ou l'autre des membres de ma famille, où on a passé des soirées. Évidemment, j'étais enfant à ce moment-là, mais pour nous, se coucher à minuit, c'était quelque chose, là. Alors, c'était bien agréable. Alors, on a une belle vie de famille. Aujourd'hui, un peu plus dispersée, évidemment, par la force des choses. Mais à l'époque, c'était quand même assez serré comme famille pour les différents événements, entre autres pour Noël et les jours de l'an. Penses-tu, toi et moi, on a participé au Parlement étudiant, on a peut-être été un peu impliqués, peut-être à distance, là, dans la mouvance politique un peu au Québec. Puis il y a quelque chose qui m'a toujours frappé, c'est la dynamique entre les régions, puis Québec, puis Montréal. Tu sais. As-tu l'impression, puis là, je veux pas, on n'est pas là pour faire des affirmations à caractère politique, mais penses-tu que grandir à Bécomo, on peut dire que la Côte-Nord, c'est définitivement en région, Mm-hmm. ça a changé quelque chose à ta vie euh, qui te reste encore aujourd'hui? Est-ce que ça a eu une influence sur Je ton dirais, existence? ouais, sur mon existence, peut-être pas, mais ce que ça a apporté à tout événement, je pense deux choses. Évidemment, je viens de Bécomo, j'habite en Gaspésie. Bon, Sainte-Marie-de-Beauce, un peu à temps partiel, vu que j'étais à Québec à ce moment-là. Mais le fait d'avoir habité en région, évidemment, je pense ça permet d'avoir une perspective peut-être un peu plus large, évidemment, que quelqu'un qui n'aurait, par exemple, d'un côté uniquement habité en région, oui. Au contraire, quelqu'un qui aurait habité seulement en ville. J'ai fait les deux, avoir cette perspective-là de manière plus large, assurément, mais une certaine capacité d'adaptation également. Euh, quand j'étais jeune avocat, que je passais des entrevues, puis qu'on me posait la question souvent si j'étais en mesure de m'adapter à différentes situations, et que je leur exposais, c'est ce moment de parcours qui m'a amené de Bécomo, Gaspé, Sainte-Marie, Québec, bon. Alors, ça répondait assez facilement à la question. Alors, ça m'a donné quand même cet élément-là euh, de m'adapter, là, je ne pas plus facilement, mais c'est une capacité d'adaptation. Disons ça comme ça, lorsque des changements peuvent survenir. Et c'est deuxièmement, le concept de distance. C'est-à-dire, quand je fais la route, je vais encore en Gaspésie tous les années ou à peu près. Faire la route, quand on est habitué de faire à Gaspé, quand j'habitais à Gaspé, entre autres, le McDo est arrivé, puis Tim Hortons est arrivé à ce moment-là, il n'y en avait pas. Là. Le McDo le plus proche, c'était à Matane. Alors, quand ça me tentait d'avoir une croquette ou quelque chose, il fallait penser comme il faut. Puis bon, alors, c'était un projet. Mais alors, tout ça, la blague pour dire que la distance de dire c'est loin en tant que tel, tu sais, pour moi, je comprends que ça peut être loin, il y a des choses qui peuvent être loin quand même, mais
de me rendre à Montréal ou de me rendre à Gaspésie, où c'est correct, ça fait partie, le trajet fait partie de l'aventure, disons ça comme ça. Alors, j'ai peut-être les éléments ou l'aspect lointain ou de distance est peut-être, je dirais, plus ténu, moins présent, où les choses sont peut-être un peu plus près que si j'étais resté en région pour quand même des bonnes distances. En ville, évidemment, c'est plus proche. Alors, il y a cet élément-là également, je pense, qui m'a apporté comme perspective, disons, d'avoir vu les deux. Faire 1 heure ou 2 de route pour aller quelque part, c'est pas loin. Oui, bien, on abordait tout à l'heure la question de la politique, là. Tu sais, si on aborde un peu ce sujet, là, en Gaspésie, c'est 3-4 comtés, notamment à cause de la population. Puis, le comté de Bonaventure, entre autres, c'est longtemps, là. Alors, on part de, pas de Percé, mais passé Percé, le comté commence à peu près là, puis se continue 2-3 heures de char plus tard. Alors, je comprends qu'à Québec, on roule 5-10 minutes, puis on change de comté. Puis pendant les élections, mais on change de pancarte. Pendant les élections, pour l'avoir vécu, là, on roule pendant 2 heures, puis c'est toujours les mêmes faces qu'on voit ces pancartes, là. Alors, je comprends, c'est la population, mais la distance pourrait le dire, et une personne que tu as interrogée, entre autres, là, pourrait certainement t'en parler mieux que moi au niveau des distances, là. Alors, tu sais, il doit savoir plus que moi, mais comme électeur, disons ça comme ça, puis comme observateur, tu sais, de le voir effectivement qu'on roule pendant 2 heures, puis on est encore dans le même comté, mais c'est ça, ça donne une perspective différente au niveau des distances, qui fait en sorte que des fois, quand on est à Québec, puis qu'on s'en va en Gaspésie, puis on dit c'est 7-8 heures de char, c'est loin. Oui, ça prend une journée, mais on prend notre temps, puis ça fait partie du trajet, puis de l'aventure. C'est ça. Ouais. J'aime ça, mais parlons d'aventure et on va parler de trajet, mais au sens plus personnel et de ta trajectoire de là-bas à aujourd'hui, d'hier à aujourd'hui. J'aimerais qu'on parle des choix, j'aimerais qu'on parle des moments charnières qui ont déterminé ton existence au cours des dernières peut-être 20 quelques années. Et normalement, je te laisserai aller, mais je suis curieuse de savoir qu'est-ce qui t'a amené à faire des études en droit pour commencer? Bonne question. Ça a été assez linéaire en ce qui me concerne. Mon choix de carrière au travail, j'ai toujours été quelqu'un qui est assez curieux, euh, assez diversifié également dans mes intérêts, là. On parlait de curling tantôt, mais j'ai d'autres intérêts aussi dans la vie, là. Mais tu sais, aimer plein de choses, ça a toujours été fait partie un peu de ma personnalité. Et le droit, ça s'est, je dirais pas imposé, mais c'était un choix quand même assez tôt là, au secondaire déjà, la pratique, le droit en tant que tel et le faire occuper cette profession-là. Ça s'est présenté à moi assez tôt. Alors, j'ai pas eu de réflexion comme je peux avoir à l'occasion avec mes filles de choix de carrière, puis de ce qui se présente, de ce qui s'en vient. Alors, ça a été, je dirais pas facile parce que j'ai pas eu de grandes réflexions ou d'analyse. Moi, c'est comme présenté comme ça, puis c'est ça que j'ai voulu faire. Puis, j'ai aucun regret là, aujourd'hui là, à dire j'aimerais faire d'autres choses. Là. Puis non, c'est vraiment, c'est plate de même. Là. Ça a été assez linéaire. Puis au niveau du choix de carrière, j'entends. Après ça, je me suis promené, j'ai fait peut-être là 4-5, jusqu'à aujourd'hui, de 4-5 emplois dans différents cabinets, différents bureaux, mais essentiellement dans la même pratique que la pratique du litige, la pratique du contentieux, là. Alors, ça a toujours été j'ai toujours aimé ça, le côté plaidoirie. J'ai fait du théâtre quand j'étais au secondaire. Parlement étudiant, on en parlait tout à l'heure, brièvement. Alors, ça a toujours été des éléments comme ça de ma personnalité qui m'amenaient inévitablement à vouloir avoir un intérêt, cet événement, à pratiquer cette profession-là d'une part.
et un intérêt également à vouloir apprendre et perfectionner là-dedans. C'est-à-dire, on fait des plaidoiries, on fait des représentations, c'est correct, puis ça va, mais c'est quand même plus que ça. C'est pas on va dire, c'est des gens, on fait du théâtre, donc une attitude à ça. Oui, mais c'est pas ça. Il y a quand même une substance derrière ça qu'il faut présenter de manière professionnelle et convenable pour la cour, mais une amélioration des techniques quand même qu'on n'a pas ou qu'on veut améliorer. Et cet intérêt-là, ce désir-là de prendre ce que j'ai et de dire, bon, allons dans cette voie-là, mais continuer à m'améliorer et à apprendre, même aujourd'hui, même après un peu plus de 20 ans de pratique, là, de vouloir quand même continuer à s'améliorer dans ce domaine-là. Alors, c'est ce qui m'a amené là-dedans. Mais c'est vraiment comme ça que ça s'est présenté. Et alors, dans le même domaine. Donc, au niveau carrière, ça a été quand même assez linéaire. Au niveau personnel, bon, j'ai rencontré ma femme, en fait, on se côtoyait déjà de Gaspésienne également d'origine. On s'est côtoyés, en fait, on se connaissait Cégep de Gaspé, elle était gaspésienne. Moi, je l'habitais à Gaspé à ce moment-là. Puis, généralement, les gens de la Gaspé au Cégep, c'était ça, Cégep, grosso modo, le plus proche était à Matane et Rimouski, les grandes rivières, mais pour les pêches. Mais c'était Gaspé essentiellement qui était là. Et bon, c'est pas un très gros cégep non plus, là. Peut-être là, à l'époque, 1200, 1500 étudiants, mettons, là, vite comme ça, là. Alors, pour le secondaire également, c'est un peu plus petit, mais alors, on ne connaissait pas tout le monde, mais on connaissait tout le monde. On finissait tout par se côtoyer. Et alors ça, c'était particulier. On s'est connus là, puis on est devenus de bons amis à l'université parce qu'elle a fait son droit également. Et on a commencé à se fréquenter au barreau. S'est marié, oui. Ça vous a pris un petit bout de temps quand même avant de Ouais, passer c'est ça. à l'étape On avait suivante. des bons amis. On avait nos vies personnelles de notre côté. Et puis, au barreau, c'est là que ça s'est enflammé, si on peut dire. Alors, oui, commencé à se fréquenter au barreau. Ma première fille est née en 2004, ma deuxième en 2005 et ma troisième en 2008. Nous nous sommes mariés en 2006. Et voilà, alors ça également, leur vie de famille, là, pas mieux, pas pire que les autres, mais qui était notre vie, qui était la nôtre. Ça a été encore là une vie de famille là, qui était on est très heureux, évidemment, de ce côté-là. Et les faits marquants pour encore là, jusqu'à présent qui a permis des changements, parce qu'on je vais te parler de carrière et de vie plus personnelle, les deux changements majeurs, évidemment, qui m'ont que j'ai vécu, disons, dans les dernières années, ça touche chacun ces deux domaines-là. On l'avait abordé d'entrée de jeu, là, après 20 ans de pratique privée, j'allais dire de retourner au secteur public, parce que la première année dans ma pratique, j'ai fait mon stage et commencé l'emploi au gouvernement avant de faire la transition vers le privé. Mais après 20 ans de vie dans la pratique privée, d'aller vers le secteur public, ça a été une décision longuement réfléchie. Changement, pas un changement de carrière, pas un changement de carrière, mais une orientation de carrière, disons-le comme ça, dans la pratique, où c'était quand même une décision qui était mûrement réfléchie, où à un moment donné, ça a été quand même un long processus. À partir du moment où j'ai fait un peu, au début de la quarantaine, j'avais peut-être 41 ans à ce moment-là, 42 ans, où après pratiquement 20 ans de pratique privée, bon, il y a des choses que j'avais accomplies, certaines qui restaient peut-être à accomplir, d'autres pour lesquelles je me demandais si ça valait la peine de continuer pour pouvoir les accomplir. Et une longue réflexion qui m'a amené à dire, bon, ben là, je pense que je vais tourner la page de la pratique privée.
Mais une fois qu'on a dit ça, mais qu'on veut rester dans le litige, dans le secteur du litige comme je faisais, à Québec, le choix devient restreint. Parce que, bon, je ne veux pas en entreprise peut-être, mais c'est pas toutes les entreprises qui ont un contentieux à l'interne. Les plus grandes entreprises, peut-être, là, on a des assurances, entre autres, peuvent avoir des contentieux à l'interne. Sinon, la plupart des entreprises des grandes, lorsqu'on les litige, de manière générale, vont les transférer en pratique privée. Sinon, rester dans le secteur public, parapublic, alors gouvernement, municipalité. Alors, c'est ce qui se présentait. Alors, ça a été quand même une longue réflexion que je résume en quelques minutes. Mais une fois que je décide de tourner la page sur la pratique privée, très bien. On dit qu'est-ce qui vient par après, vers où je m'en vais. Alors, ça a été quand même plusieurs démarches, des emplois auxquels j'ai postulé, où je pensais que je serais pas pire. Et je me rappelle très bien une entrevue qui a duré quand même là, 45 minutes. Mais au bout de 10 minutes, je savais très bien que je n'étais pas fait pour cette poste-là, pour ce poste-là. Et que je voyais très bien que celui qui m'interrogeait constatait que non aussi que j'étais pas fait pour ce poste-là. Oups! Quand même, ouais, c'est ça. Mais c'était correct. Ouais, c'est correct. C'est ça. On rencontre demain, puis on a accepté de me rencontrer parce que j'avais un CV intéressant. Mais je dis, à un moment donné, on se rend compte que je me verrais bien là-dedans. Mais finalement, je me rends compte que non, ça marchera pas. Puis bon, c'est correct également. Alors, il aurait été malheureux, j'aurais été malheureux, bref. C'est comme ça, mais c'est des essais comme ça qui m'ont amené à vraiment dire que je voulais rester dans les tirs. J'ai le fil en aiguille, ben c'est l'emploi que j'occupe présentement. C'est c'est ça vers quoi ça pointait, mais là, il n'y avait pas une fois qu'on dit c'est ça que je veux, encore faut-il qu'il y ait des postes disponibles. Et à ce moment-là, il y avait des concours, maintenant il n'y en a plus. Il fallait participer à des concours pour être sur une liste, puis bon. Alors, j'ai fait des concours, puis je dis, ça n'enlève rien, puis je serai sur une liste, puis à un moment donné, on verra. Et au fin 2019, début 2020, je reçois un appel du directeur qui est mon directeur, mon patron maintenant, qui a vu mon nom sur la liste. Bon, je cherchais un avocat d'expérience bon, c'est quelque chose qui m'intéressait, bien sûr. Alors, j'avais postulé pour le poste d'avocat plaideur que j'occupe présentement. On devait se rencontrer à ce moment-là en février-mars 2020. Tout le monde aura compris que mars 2020, il y a bien des plans qui ont tombé à l'eau. Alors, ça, entre autres, évidemment, ça leur a porté tout ça. Et voilà, juin 2020, l'entrevue, j'obtiens l'emploi. J'ai débuté au mois d'août 2020. Alors, c'est quand même n'eût été de la pandémie, de ce qui s'en est suivi, évidemment, ça aurait accéléré les choses, mais ça s'est présenté de cette manière-là. Alors, ça a été quand même assez rapide. Sur quelques mois quand même, mais une longue réflexion de changement de carrière et de réorientation, dis-je, qui m'a amené à faire ce choix-là. Et j'en suis très heureux. Aucun regret de mon choix. Dans la nature du travail que j'occupe aujourd'hui, les collègues également que j'apprécie grandement, de l'équipe. Alors, très, très heureux de mon choix. Alors, ça a été une premier fait marquant, si on peut dire, dans ma carrière et la quarantaine, parce que ça s'est passé dans la quarantaine. Deuxième fait marquant, et évidemment, celui-là, il est marquant avec un grand M, c'est le décès de ma femme à l'été 2020. Alors, à ce moment-là, évidemment, la pandémie, tout le reste, alors ça a été quelque chose. Alors, 2020 a été pour moi une année, je dis marquante, mais c'est un mot plus fort que ça. Pour l'instant, j'ai pas de mot qui me revient qui marque le point, mais comprendre que c'est assez marque au fer rouge, si on veut, cette année-là. Pandémie, changement d'emploi et le décès de ma femme à 43 ans qui est venu chambouler, et le mot est faible, une vie, la mienne, évidemment, celle de mes enfants, puis de
de sa famille et bon, de l'entourage. Alors, ça a été un tremblement de terre, hein, évidemment. Alors, ouais, une très, très, très grosse année. Pour moi, c'est sûr, mais au niveau personnel, ça l'est encore, évidemment. C'est une cicatrice une blessure profonde qui est longue à cicatriser, mais qui est là, qui va le demeurer, évidemment. Alors, c'était pas personnel, de la quarantaine, disons qu'il y a eu un avant et un après l'été 2020. Là. Ouais. Voilà. Euh, c'est arrivé subitement, juste pour. Oui, monsieur, subitement. Là, C'est ça. C'était pas, comme on dit dans les notices, au terme d'une longue maladie, c'était pas du tout attendu. Non, pas du tout. J'ai toute ma sympathie pour. Ça n'a pas été facile pour personne. La pandémie puis la quarantaine, c'est souvent pas facile non plus, mais ouais, ton été 2020, ça a été pas facile. Comment on fait pour faire tout ça en même temps? Et puis, il y en a une partie que c'est toi qui était dans le siège du conducteur, tu sais, puis tu as comme en même temps frappé un mur. Mais tu sais, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, là, tu sais, ta vie était entre quelque chose que tu avais initié toi-même, ce changement de carrière-là. Puis en même temps, tu as quelque chose de vraiment transformateur, comme tu dis, un tremblement de terre, tu sais, qui t'arrive. Comment on conjugue ça? Comment on fait pour garder. Puis en même temps, vous avez des enfants qui étaient un petit peu plus jeunes, ça fait 3 ans à l'époque, tu sais. Comment on fait? Comment on fait? Euh, je, je, je- comment j'ai fait? Euh, j'ai, j'ai pas de recette. Il y a pas de, tu sais, je veux pas faire de conseils ou de morale par rapport à ça, mais au jour le jour, ça a été vraiment littéralement là, du court terme. Là. C'était vraiment, OK, aujourd'hui, je fais ça. Euh, puis je verrai qu'est-ce qui se passe après, puis je gérerai ça quand ça se présentera, si ça se présente. Ça a été vraiment ça pendant très longtemps. Peu à peu, après ça, le moyen terme, bon, je veux pas, il y a quand même des choses qui doivent se planifier. Mais à ce moment-là, quand ça arrive, c'est une gestion de crise évidemment à faire, à s'occuper d'un point de vue évidemment personnel. On demeure évidemment père de famille, alors faut tenir, faut garder autant que faire se peut le navire à flot avec ce que ça implique. Euh, mais on gère ce changement-là et d'un côté, comment je pourrais dire, je voulais dire pas contradictoire, mais il y a quand même j'allais dire, pas la vie continue, mais les factures continuent à rentrer. Tu sais, il a fallu quand même que j'aille à l'épicerie, à la pharmacie. Bon, alors et tout ça, évidemment, on est je dirais pas le tas second, mais on est là, puis on n'est pas là. Tu sais, on fait les affaires, mais on est vraiment un peu sur le pilote automatique. Le temps de gérer tout ça, et ça prend du temps. Là. C'est pas du jour au lendemain où est-ce qu'on dit, bon, ben, parfait, non, c'est vraiment d'aller à l'essentiel en partant. Mais là, je dis ça avec le recul, mais tu sais, ça a été plus de l'instinct que d'autres choses. Là. Aujourd'hui, je m'occupe de ça. Puis après ça, ben, OK, ben demain, il arrive d'autres choses. Bon, ben, ça va être ça. Puis on y va pas à pas. Et ce que tu vois devant toi, c'est une montagne, là, littéralement. Là. C'est vraiment ça, du moins que je le voyais. Il fallait pas que je lève trop les yeux trop haut parce que je voyais ce qui était là, puis ça devenait infranchissable. Alors,
j'avais eu des conseils de mes d'amis qui étaient, qui me disaient justement de baisser un peu plus les yeux, d'y aller pas à pas. Et donc, on allait se rendre compte, je dirais, dans les semaines, les mois, éventuellement les années qui seraient passées de tout le chemin qu'on a parcouru. Je dis on, évidemment, moi, les filles, puis les gens autour de moi qui ont été impactés euh, par son décès. Mais c'est ça. Ça a vraiment été, il n'y a pas de, on aurait beau écrire des livres ou des textes sur, il n'y a pas une situation pareille pour les personnes. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode, je pense, là. Alors, c'est vraiment d'y aller, évidemment, tout l'amour qu'on peut avoir pour nos proches, puis de faire du mieux qu'on peut pour au moins traverser la tempête, puis après ça, ben, de voir qu'est-ce qui se présente, puis de naviguer là-dedans. Mais moi, je dirais que c'est pas mal ça. Ça a été vraiment au jour le jour du quotidien, là, régler petit problème par petit problème, puis après ça, ben voilà. J'ai, je pense que je t'ai mentionné, moi, j'ai perdu mon père en mars 2020. Puis, il y a quelque chose que tu mentionnes pas, je ne sais pas si peut-être que c'est pas pertinent, mais l'année 2020, même 2021, c'était pas une année normale pour faire un deuil aussi, tu sais, dans le sens où c'était plus difficile. Je sais pas quel âge ont tes parents, tu sais, mais moi, entre autres, ma mère n'était pas supposée sortir de chez elle, tu sais. C'était on pouvait pas, on pouvait difficilement se réunir. L'école était, je ne sais pas au Québec en septembre 2020, là, mais l'école, en tout cas ici, était encore tout croche, là. Ah non, ben c'était pour tout le monde ici aussi. Là. Je suis sûre que le travail était aussi à distance pour toi quand tu as commencé ton nouvel emploi, là. Non seulement Ouais, c'est un nouvel emploi, mais ben oui, d'habitude, ça prend quand même tu sais, un certain temps à rencontrer les collègues, à les connaître. Puis bon, après quelques semaines, là, généralement, on est capable de savoir là, qui fait quoi et bon, de remplacer les visages et les noms. Puis après ça, ben, ça va s'améliorant. De le faire en télétravail à distance, là, bon, c'était compliqué de se rappeler qui fait quoi. Puis là, tu rencontres les gens, tu les croises pas au bureau autour de la machine à café, puis à jaser. Tu les vois quand tu as une rencontre avec eux autres, puis si tu as un dossier avec eux autres, sinon tu peux des semaines sans nécessairement les voir. Et quand j'allais au bureau, à temps partiel, ben, tout le monde qui circulait avec un masque dans le visage. Alors, on croisait quelqu'un, puis là, on ne voulait pas être bête, puis j'ai tué un matin, puis j'ai dit bonjour, puis on ne sait plus c'est qui, puis c'est bon, c'est elle vient de passer, fait que bon. Alors, tu sais, c'était une adaptation plus longue, évidemment, mais je veux dire, j'étais au bureau, tout le monde était dans le même bateau, alors j'ai été très bien reçu également, puis tout le monde était très, très compréhensif, et de ce côté-là, ça a bien été. Mais c'est sûr que la période de changement, si on veut, d'adaptation au niveau du travail, ça a été plus long pour vivre un deuil, effectivement, pendant cette période-là. Bon, l'école, c'est à distance également. De l'autre côté, ben, au salon, c'est encore là, c'était tout le monde avait un masque dans le visage. Les accolades étaient pratiquement impossibles. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas eu, là, mais bon, quand même, là, tu sais, il y en a qui avaient plus de réserve. C'est correct également. Alors, le côté rapprochement, évidemment, c'est plus difficile à ce moment-là. On a quand même été bien servi pour les funérailles parce que il y avait quand même eu un accès limité quand même au niveau du nombre de personnes, mais il y a quand même eu quelque chose. Je sais qu'il y a des gens qui en ont pas eu ou peu eu parce que c'était interdit à un moment donné, puis les réunions étaient interdites à ce moment-là. Alors, ça doit rajouter évidemment à la souffrance qu'on peut avoir dans ce temps-là. Mais nous autres, somme toute, évidemment, c'était pas l'idéal. On comprend ça. Mais, je veux dire, au moins, on a quand même eu l'opportunité d'avoir une cérémonie là,
pour les funérailles. Alors, au moins, on a eu ça. Là. On a pu commencer notre deuil avec une cérémonie, non pas vivre là, dans l'attente de quelque chose qui va peut-être arriver, on ne sait pas trop quand. Mais, euh, mais non, ça l'a rajouté effectivement au défi parmi les restes. Là, il y avait ça là, qui aidait pas également. Je mets un marque-page parce que je veux revenir à la question du travail d'avocat en litige. On est comme sur deux tracks en même temps. Mais j'aimerais t'entendre parler de ce que ça a changé pour toi comme père de devenir, en gros, père monoparental, Ouais. tout d'un coup, puis avec des ados, ces trois filles. Je ne sais pas si ça change encore quelque chose d'avoir des filles quand tu es un père qui est un gars. Tu sais. Parle-moi un peu de ça. C'est certain que ça l'a changé. En fait, ça l'a ajouté à mon rôle. Mais il y a un rôle que je peux pas jouer. L'idée étant pas peut pas remplacer un parent qui nous quitte en disant, ben, c'est correct, je vais prendre le rôle dorénavant, là. On peut pas faire ça, je pense, là. D'une part. D'autre part, tu me l'as dit, là, j'ai trois filles, des ados. Alors, évidemment, des sujets qu'on aborde, d'autres pour lesquels, bon, ben, je me sentais quand même mal à l'aise d'aborder ces sujets-là. Alors, heureusement, j'ai eu de l'aide féminine, d'amis, de tantes qui ont pu jouer un certain rôle pendant un certain temps. Mais ce que ça a changé, évidemment, comme rôle, ben, au début d'abord, c'était déjà un peu père-poule, là, évidemment. Là, on est peut-être un peu tous. Quand ça arrive, évidemment, on est encore plus. Là. Évidemment, quand on perd quelqu'un, on rattrape notre meule, puis on se rapproche, puis on est plus réticent, évidemment, à ce moment-là, involontairement. Puis, c'est-à-dire, bon, ben, volez de vos propres ailes, puis vivez l'aventure. Là, on comprend la situation. Mais ce que ça a changé, c'est sûr, c'est au niveau du quotidien, dont le rôle, évidemment, qui est du jour au lendemain, littéralement. Là, là, il y avait un partage qui se faisait, qui était correct, là, du moins de mon point de vue, là, mais qui était quand même équitable. Et puis, mais là, du jour au lendemain, il y a des rôles, évidemment, que je peux pas m'accaparer comme mère. Je peux pas remplacer une mère, évidemment, mais tout le rôle de gestion familiale, au sens, au sens littéral, évidemment, ça revient sur mes épaules. Alors, c'est toute la gestion qui vient avec ça. Et l'adaptation également à ce nouveau rôle-là. Alors, dans l'été, alors évidemment, ça arrive pendant l'été. Bon, la fin de l'été arrive, alors là, c'est l'inscription à l'école. Tout ça embarque dans le lot. À ce moment-là, mais il y avait un partage qui se faisait, comme je viens de le dire, mais là c'est moi qui m'en occupe. Avec tout le reste. Bref, la vie de famille, mais seul. Mais c'est pour ça puis je comprends qu'il y en a qui le font, puis là, maintenant, aujourd'hui, ça va bien. Là. Je pense que je suis bien lancé dans ce rôle-là. Mais ça a pris quand même une bonne année là, à m'accaparer ce nouveau rôle-là et ce qui vient avec. Alors, c'est sûr que ça a été un gros changement. Puis encore aujourd'hui, évidemment, là, je me suis un peu plus habitué, là. Mais d'apprendre également à se faire un peu plus confiance. Ça a été long parce que personne pour nous challenger au niveau des décisions. Quand on est deux, puis il y en a un qui pense d'une certaine manière, l'autre à l'opposé, bon, pour n'importe quel sujet, de l'éducation des enfants aux semaines de vacances, peu importe. Là. Alors, à un moment donné, on discute, puis on regarde ça, puis on se fait questionner ou on se fait euh, discute sur les décisions qu'on peut prendre. Mais là, à partir de ce moment-là, bon, on est tout seul. Puis là, je prends une décision.
es-tu là-bas? Est-ce que je suis certain? Je suis incertain, je ne sais pas trop. Mais les personnes, moi, là, avec qui je peux, moi, je peux en discuter de manière générale avec d'autres personnes, mais je dis, j'ai été quand même assez prude au niveau au niveau de la vie de conseil en tant que tel, auprès de mes proches, auprès des amis. Non pas qu'ils m'ont toujours dit qu'ils étaient là, puis effectivement, ils ont toujours été là à ce moment-là. Mais c'est pas les accaparer non plus de questions ou quoi que ce soit, parce que bon, tout le monde, évidemment, a leurs défis pour leur quotidien également. Alors, tu sais, ça a été quelque chose également, ça aussi, d'apprendre à me faire un peu plus confiance, puis de dire, bon, ben, regarde, je prends cette décision-là, puis c'est l'orientation que je vais prendre, puis elle vienne que pourra. Je veux dire, moi, aujourd'hui, avec les informations que j'ai, ben, je pense que ça, c'est la bonne décision. Comme ça, l'avenir me dira si je me suis trompé ou non. Si je me suis pas trompé, ben, tant mieux. Si oui, bon, ben, je corrigerai si je peux corriger, puis on continuera. Alors, ça apprend également un peu de laisser aller, puis de se donner également de la marge de manœuvre. D'être parfait. On veut tous être parfaits là, pour nous-mêmes, pour nos enfants surtout, mais on ne peut pas l'être. C'est d'apprendre à vivre avec l'incertitude, de dire, ben, je peux prendre une décision qui peut-être dans une semaine, un mois, un an, le bout de ligne n'aurait peut-être pas été la meilleure, mais avec ce que j'ai aujourd'hui comme données, ben c'est ce que je prends pour cette raison-là. Alors, tu sais, ça a été à apprendre aussi à vivre avec ça. Euh, puis ouais, Avec 3 ados, là, je suis sûre que de temps en temps, ils devaient te le dire que tu te trompais vraiment. Maintenant, oui. Maintenant, oui, je pense que je peux dire que on était déjà, je pense, une famille proche, là. On a toujours été, ma femme et moi, les parents, je pense, présents. Évidemment, toujours difficile de se juger soi-même. Hein. Les gens, les proches, les enfants pourront le dire, mais du moins, c'est l'impression que j'en ai, puis la volonté que j'ai toujours voulu être également. Évidemment, les circonstances nous ont, je pense, avec mes filles, me rapprocher encore plus. Mais effectivement, maintenant, pendant la première année et demie, évidemment, tout le monde marchait un peu sur des œufs, évidemment, sur commencer à critiquer l'autre. Bon, on était un peu, tout le monde évidemment, la cellule familiale, mais chacun également individuellement avait également un exercice à faire. Et alors, on marchait en tâtons également de ce côté-là. Maintenant, je dirais qu'au niveau des commentaires, disons ça comme ça, de la vie de famille, non, c'est revenu pratiquement à la normale. Ou là, c'est quand surtout enfin, sont un peu plus vieilles maintenant, les ados. Bon, en fait, mon aîné est adulte maintenant. Mais non, des fois, elle me fait sentir qu'elle me demande mon avis sur des choses, mais des fois, c'est vraiment un avis qu'elle me demande, mais en me laissant sous-entendre sa décision est pas mal prise. Alors, c'est ça. Mais ça, c'est l'apprentissage, je pense, d'à peu près de tous les parents, évidemment, qui évoluent là-dedans, qui doivent, évidemment, apprendre à laisser de la corde, à laisser ses enfants voler de leurs propres ailes, puis une volonté également on a passé par là, puis les autres également, qui veulent aussi grandir. Puis, alors, de jouer là-dedans, puis de négocier avec tout ça. Mais ça a été vraiment les commentaires qui ont été dits, qui ont été faits, mais ça a toujours été, il n'y a pas eu de crise majeure ou de refoulement, ça a été à la longue des discussions à m'amener où pratiquement d'adulte à adulte, tu sais, je veux dire, sont brillantes, sont intelligentes, puis on a des choses à me demander, puis on en discute, puis et voilà, à un moment donné, je prends une décision, là. Bon, mais ceci étant, là, ça fait partie de l'apprentissage de leur côté et du mien comme père. On dit, quelqu'un m'a dit, c'était peut-être dans les conseils qu'on s'est mariés, quelque chose à l'effet que le mariage ou la famille immédiate, c'est comme être dans un radeau. Tu sais, un bateau, quand ton bateau a coulé, puis là, tu es dans un petit bateau d'urgence, puis c'est pas le temps de faire des gestes trop spontanés, trop grande amplitude. Tu veux pas faire rentrer l'eau.
Ouais, ben Je crois qu'il y a un peu de effectivement. ça. Ouais, ben il y a Un beaucoup bateau de de sauvetage, c'est ça le mot. ouais, il y a beaucoup de ça parce que là, on est sur un radeau. Évidemment, on essaie de garder ça à flot pendant ce moment-là. Alors, c'est sûr qu'il y a des moments où est-ce que nos énergies sont concentrées à d'autres choses que, bon, alors non, mais ça a vraiment été de manière, des commentaires, des questions, des demandes, des besoins particuliers qui étaient là. Et j'ai su également, je pense, on l'avait conseillé, mais j'ai j'ai- j'ai pris sur moi également de connaître mes limites. Tu sais, à un moment donné, je savais ce que je pouvais faire, mais les affaires que je pouvais pas faire. Puis ce qui était difficile, évidemment, comme parent, on aimerait toujours être là pour nos enfants, pour qu'ils n'arrive à rien, puis bon, de parer, si on veut, à leur au moins de petits besoins, puis des problèmes, puis tout ça même. Mais évidemment, on peut pas faire ça. Faut, faut qu'ils vivent également leur expérience, puis leurs décisions, qu'ils vivent avec les conséquences heureuses et malheureuses de ces décisions-là. Mais il y a des choses également, euh, suivant le décès de ma femme, que eux devaient vivre également et guérir, cicatriser. Disons ça, on ne guérit pas vraiment de ça, mais on cicatriser évidemment la blessure qui est là. Et ça, c'est quelque chose également qui ajoutait à la douleur, je dirais, où on aimerait ça prendre la douleur de nos enfants puis les ramener à nous pour que en fait, pour que les autres arrêtent de souffrir. Puis c'est vraiment nous autres qui vont être capables d'en prendre puis le faire, mais on ne peut pas le faire à ce moment-là. Mais ils doivent le faire également. Ça fait partie du processus de deuil et de guérison. Et on me l'avait conseillé, puis j'ai pris sur moi assez rapidement. Je ne dirais pas ça, mais disons, de m'imposer certaines limites en disant ça, c'est ça, je ne peux pas gérer ça tout seul. Je peux pas, j'ai déjà, moi, géré. Tout le reste à gérer, je ne peux pas non plus. Puis la dernière chose que je voulais également, c'est comme je devenais le seul parent, à ce moment-là, je peux pas me laisser tomber, moi-même devenir malade ou ça ne marchait plus pour les enfants. Fait, je me suis imposé certaines balises qui étaient très élastiques, je ne le cacherai pas, là. Mais à un moment donné, je me disais de confier peut-être à d'autres spécialistes le soin de gérer certaines situations pendant que moi, mais je veillais à autre. Alors ça a permis d'avoir certaines soupapes justement pour me permettre d'évacuer certains éléments pour dire, ben, ça c'est correct, c'est en bonne main, je suis capable de gérer d'autres choses pour également de s'assurer qu'il n'y ait pas que je puisse continuer là, à m'occuper des défis, à m'occuper de moi, à m'occuper des filles, puis de continuer mon emploi également. Pendant ce temps-là, le travail continue, on travaille, puis alors, comme je disais tout à l'heure, la vie continue. Là. Alors, on était là. Ben justement, je veux te demander à propos du travail. Je présume, je ne connais pas du tout le travail que tu as fait entre-temps quand tu travaillais dans le secteur privé, mais je présume que c'est différent de travailler dans le secteur public après avoir travaillé pendant 20 ans dans le privé. Et j'aimerais en savoir un peu plus sur, ce qui t'a motivé à faire ce changement-là? Est-ce que c'était juste un changement de carrière ou c'était euh, prémédité, si je peux le dire comme ça, que tu voulais vraiment travailler davantage pour le public, au sens conceptuel même de la chose? Mm-hmm. Euh, Ça a été, moi, ce qui m'a, dans mon travail, comme avocat plaideur, parce qu'en pratique privée, j'étais dans les litiges également, alors j'étais amené à faire essentiellement le travail que je fais présentement, mais pour des particuliers, pour des sociétés privées. Mais c'est toujours été ça que je voulais faire. Puis, mais ce qui m'a amené à manière à réfléchir, à faire le son public, il y a peut-être l'appel, derrière ça, l'appel je vais dire service public en guillemets, on le souligne, là,
on comprend, là, mais pour le public, mais la nature également du travail qui m'a amené à faire le saut public. Ou à ce moment-là, les dossiers dans lesquels je suis appelé à travailler, bien, évidemment, je pense concentrer mes intérêts et mes forces là où vraiment je voulais me démarquer et mettre de côté peut-être certains secteurs pour lesquels j'étais moins à l'aise, c'était moins mon intérêt, disons ça comme ça, mais qu'il fallait le faire au niveau de la pratique privée. Évidemment, développement de clientèle, 5 à 7, j'ai adoré ces années-là. Je l'ai fait en masse, là, les serrer des mains, puis des cafés, des déjeuners. J'en ai fait, là. Mais et j'adorais ça. Et c'est un côté ce je dirais je dirais pas qui me manque, mais j'aimais ça. Aller des rencontres comme ça, puis réseauter là, en termes marketing. Là. Alors, réseauter, c'est quelque chose qui est intéressant. Mais réseauter et vendre ses services, c'est deux choses. On peut réseauter puis prendre un café, puis on peut faire ça bien longtemps, puis se rendre compte au bout d'un mois, 6 mois en tant que tel, qu'on n'a pas plus de dossiers. Mais on dit, ouais, mais je fais du réseautage, je ne comprends pas, je veux des activités. Oui, oui, mais tu fais quoi dans ton réseautage? Je peux dire, j'ai lu longuement sur le sujet, puis pendant longtemps, puis c'est quelque chose que j'aimais faire, mais c'est ça, c'est pas parce on va prendre un café que nécessairement le monde vont mieux te voir en disant Maître Maltais, j'ai un doute. Non, c'est pas le même, c'est pas le même, ça fonctionne parce que la personne qu'on va rencontrer, ou qu'on veut rencontrer, dans un souper en tant que tel, je veux dire, elle va être intéressante, puis elle va vouloir jaser avec toi, mais c'est peut-être le 6e, le 7e avocat qu'elle rencontre dans la soirée, dans la semaine, dans le mois. Alors, pourquoi elle va choisir peut-être déjà un avocat? Pourquoi elle changerait d'avocat? Alors, il y a tout un long processus. Bref, c'est de la vente. Bon. Du marketing. Du marketing, c'est exactement ça. Et c'est quelque chose que j'aimais faire, mais le côté vente, pas de pression, j'ai été chanceux de ce côté-là. Je sais qu'on entend souvent les histoires d'horreur dans la pratique privée, là, des fois, la facturation, puis les clientèles, puis bon, peut-être qu'on a vécu ça. Moi, de mon côté, j'ai été chanceux, j'ai pas vécu ça comme ça. J'ai jamais senti ça non plus là, dans les emplois que j'ai occupés dans les différents cabinets. J'ai toujours eu d'excellentes relations puis des bonnes conditions, mais j'ai jamais eu jamais senti de pression de développement ou qu'il fallait. On a des objectifs comme tout le monde, mais ça, c'est pas typique au milieu juridique, là, c'est dans tous les domaines. Là. Mais j'ai mis cette pression-là. C'est une pression que je m'imposais moi-même. Parce que dans mon esprit, j'ai toujours, sans m'associer, partie privée, entreprise, la clientèle, j'ai toujours voulu aspirer à avoir ma propre clientèle. Et également, comme je dirais, d'un côté de participation au cabinet, même si je n'étais pas actionnaire, je n'étais pas associé, j'avais quand même un sentiment de dire, ben, je veux quand même faire ma part, là, au-delà de dire, bon, ben, Frédéric, peux-tu m'aider dans tel dossier ou t'occuper de tel client? C'est correct, mais je voulais quand même avoir faire ma part, autant que faire se peut pour avoir ma clientèle. Et c'est ce que j'ai tenté de faire pendant les années avec plus ou moins de succès, je dirais. Là. J'ai mis des clients, mais pas d'une quantité telle qui fait en sorte que, wow, là, on les appelle les rainmakers, là. Alors, vraiment pas ça. Et ça, à un moment donné, ça me pesait beaucoup de dire, ben là, il me semble que je vais être capable de générer peut-être un peu plus. J'avais un certain volume, mais qu'est-ce qui faisait en sorte que, bon, je n'atteignais pas la phase suivante? Bon. Et j'en avais discuté à un moment donné avec ma femme. Comme je dis, ça remontait 2018 déjà, fin 2018, début 2019, quand j'ai commencé à faire part de cette réflexion-là, puis vraiment de ce changement-là avec ma femme. Elle m'avait dit, écoute, Frédéric, des fois, ça se peut aussi que tu peux te concentrer vers quoi tu as un intérêt, vers quoi tu es peut-être meilleur, que quelque chose, évidemment, que tu sens que tu as besoin, mais pour lequel tu as peut-être moins d'intérêt.
Ça avait cheminé. Puis je me dis, bon, effectivement, rencontrer des gens, puis le développement de clientèle, je trouve ça intéressant, mais d'avoir cette pression-là d'avoir les nouveaux clients, de conserver les nouveaux clients également, c'est tout un défi. Dans un milieu juridique quand même assez compétitif. Alors, à un moment donné, c'est ce qui, je dirais, c'est ce qui m'a amené à mener à réfléchir, pour dire, bon, ben garde, moi, si c'est ça, je suis plus bien à vouloir continuer là-dedans. Je n'étais pas malheureux, je n'étais pas en perdition, pas du tout, mais ce côté-là de devoir, en fait, c'est pas une obligation, mais peut-être quelque chose que je Ah ouais. m'imposais moi-même, de vouloir performer au niveau de dire, mais au-delà du travail que j'ai à faire, en plus de développer de la clientèle et le restant, je suis moins à l'aise là-dedans. Et c'est ça, j'avais 41 ans et je me suis posé la question, est-ce que je veux continuer à faire ça pendant 20 ans? Là, je me stresse présentement pour quelque chose que personne, à peu près personne me demande. Je le faisais parce que je voulais le faire. Puis bon, ben, évidemment, c'était apprécié des patrons. Ils ne veulent pas, on tourne les nouveaux clients. Ils ne diront pas non, là. Mais peut-être, je veux dire, est-ce que je me vois continuer là-dedans pendant 20 ans? Si la réponse est oui, je vais continuer en pratique privée dans ce cabinet-là ou ailleurs, puis ça sera ça. Mais si la réponse est non, ben, je ferai d'autres choses. Et la réponse s'est d'emblée présentée quand je voyais que j'ai dit non. Là, j'ai dit c'est assez. Là. J'ai dit je suis tanné de courir après ça. Puis je vais faire d'autres choses. Et c'est dans ce cadre de cette réflexion-là où, à un moment donné, ben, comme je disais tout à l'heure, tu sais, c'est l'endroit, le service public qui s'est présenté. J'aurais pu rester encore j'aurais pu rester dans le privé, dans le cabinet où j'étais, dans un autre cabinet, mais c'est la même histoire qui, à mon sens, qui aurait recommencé. Donc, au début, ça aurait été correct. Puis, au bout de 2 ans, j'aurais eu la même réflexion, puis la même, tu sais, c'était un recommencement. Alors, j'ai dit, c'est correct, j'ai apprécié ça, j'ai adoré mes années, j'ai aucun regret. Les années que j'ai passées en pratique privée, j'ai appris beaucoup. J'ai appris des avocats d'expérience qui m'ont enseigné beaucoup de choses et c'est apprécié, mais à m'amener, c'est de dire, OK, là, je suis tourné la page, puis je vais me concentrer sur vraiment ce que j'aime, qui est vraiment qui est le droit, essentiellement faire du droit, puis le mettre de côté, même si ça implique évidemment d'avoir moins de monde, puis plus de 5 à 7, puis bon, mais quand même de m'enlever ça. Et c'est ce qui, de fil en aiguille, m'a amené à venir de plus en plus pointu vers ce que je voulais, qui était devenir comme avocat plaideur pour le ministère de la Justice. Puis la vie m'a bien servi de ce côté-là, ça s'est présenté. Puis c'est l'emploi que j'occupe maintenant. Je suis très heureux. Et merci d'avoir partagé ça. Je pense que c'est utile à beaucoup d'autres qui peuvent être en réflexion aussi sur leur carrière, de voir ce processus-là. Puis je pense que, tu sais, on a comme un peu le choix dans la quarantaine de est-ce que je vais travailler sur mes faiblesses pour m'améliorer à quelque chose ou est-ce qu'à la place, je vais utiliser mes forces puis miser sur mes forces? Ouais, J'ai l'impression que tu as choisi plutôt ça. ouais, ben je dis mes intérêts, mes forces, je laisserai à d'autres le dire si c'est en est ou non, là. Disons mes intérêts, mais à tout événement, c'est puis je suis pas le premier, je suis pas le dernier qui s'arrive. Puis on parle de la crise de la quarantaine. C'est pas vraiment une crise de la quarantaine, mais je pense qu'en quarantaine, on arrive à mi-carrière, mi-vie, statistiquement parlant, là, mais bon, mi-carrière, disons ça comme ça. Où est-ce qu'on on a déjà une bonne partie de la carrière derrière la cravate, puis il reste grosso modo tout autant à faire là, en avant de soi. Puis c'est un moment où est-ce qu'on est rendu vraiment. On peut prendre des décisions. Du moins en ce qui me concerne, je peux me permettre de prendre ce genre de décision-là. J'étais pas attaché. Il n'y avait pas j'avais la chance de pouvoir le faire, de faire c'est le moment de le faire également, là. Trop attendre, ça m'aurait pas servi, là. Mais ouais, effectivement, c'est le moment pour le faire, puis d'amener ça a été une longue réflexion, de se concentrer sur vraiment
ce qui m'intéressait, ce que je voulais faire. Ça, pourquoi j'étais devenu avocat, là. Moi, oui, les dossiers, la lecture, l'analyse, l'analytique, là, j'ai toujours aimé ça. Puis, je baigne là-dedans, mais le côté quand même représentation à la cour, c'est ce que je voulais faire. Et j'en faisais évidemment en pratique privée, mais maintenant, je baigne là-dedans quasi quotidiennement. Là. Je vous disais tout à l'heure, je travaille au palais de justice. Je ne suis pas tous les jours devant le tribunal, mais quand même, je suis là, puis je suis dans le milieu. Alors, oui, j'ai pris très heureux de ma décision, concentré vraiment sur ce qui m'intéressait, sur ce qui m'allumait dans ma carrière, puisque ce que je voulais faire, je voulais travailler. Puis, ben, je suis pas plus asocial, je pense. Je continue à avoir du monde, puis je prends un café de temps en temps, mais sans la, sans Le motif ultérieur, maintenant. le motif ultérieur, le motif de tout le monde à peu près qui fait ce genre d'activité-là, qui est bien correct également, où est-ce qu'on rencontre quelqu'un, puis veut pas, c'est bien intéressant, mais après c'est une analyse qui peut se faire, bon, est-ce que c'est intéressant de rencontrer cette personne-là, puis un contact, puis bon, tout le monde qui font du marketing, de la vente, et je dis sans préjugés ou arrière-goût, là. J'ai aimé ces années-là, j'ai aimé faire ça. Malgré tout, j'ai une admiration pour les gens qui ont ce talent-là, que j'ai moins, ils ont ça comme ça, d'avoir dans le domaine de la vente, du marketing, qui bâtit des entreprises, entrepreneurs qui l'ont fait, mais à un moment donné, on n'est pas tous du même moule. On forge notre caractère, puis on travaille dans un domaine, puis au début d'une carrière, d'un travail, dans certains cas, on a un choix, des fois moins, puis c'est la vie qui nous amène un peu ailleurs. Mais il arrive, c'est ça. Alors, je pense, moi, je suis arrivé, en ce qui me concerne, 41 ans, ce carrefour-là, où là, je me suis dit, bon, est-ce que j'aime ce que je fais? J'adore ma gang, le bureau, ça va bien. Mais est-ce que je veux continuer là-dedans là ou ailleurs? À faire ça encore pendant longtemps, ou si je vais plutôt mettre de côté certaines choses. Évidemment, on ne fait pas d'omelette sans casser deux, mais mettre de côté certaines choses pour me concentrer sur ce que j'aime vraiment. Puis ça a été la ligne directrice de ma décision ultimement. Puis, et voilà. C'est là qu'on est rendu. Ouais. Et ben justement, tu y as fait allusion. Deuxième moitié de la vie, la quarantaine, le moment charnière. Je vais commencer avec quelque chose de bien terre à terre. Quand on parle d'avenir, tu l'as mentionné rapidement, tu jouais au hockey, mais la meilleure partie de ta carrière était derrière toi. C'est peut-être le même genre de transition. Donc, qu'en est-il de vieillir avec un corps pour toi? Qu'est-ce que cette dimension-là, à quoi tu penses quand tu penses à l'avenir, puis au fait que, bon, on a notre enveloppe, là, il y a des pièces qu'on peut remplacer, mais pas toutes. Alors, comment ça se passe pour toi? Comment tu vois ça? Moi, j'ai la chance, on me croise les doigts, j'ai la chance d'être en santé. Oui, au hockey, puis bon, j'ai joué pendant plusieurs années, puis effectivement, le temps avançait. L'âge également. Le talent n'était peut-être pas là, mais ça, c'est pas grave. On avait du fun pareil. Puis effectivement, mais là, on joue, puis là, les plus jeunes qui se rajoutent, puis sont bien le fun, mais là, je ne sais pas pourquoi la patinoire se rallonge d'année en année. Mais alors, ça a été, mais de ce côté-là, en fait, présentement, c'est pour moi, je suis chanceux. J'ai pas cet enjeu-là et j'espère que j'en aurai pas avant très, très longtemps, évidemment, de problèmes de santé, de maladie ou quoi que ce soit. Mais c'est pas tant un enjeu actuel, mais j'ai l'impression pour moi, en tout cas, on y pense un peu plus de maladie ou en tant que tel. Tu sais, veux pas, on entend encore récemment là, des gens près de moi qui me racontaient bon, que des personnes qui, quarantaine, cinquantaine, bon, maladie, début de cancer, bon, ça arrive pas à tout le monde, évidemment, les belles histoires, on est des gens
on entend parfois des personnes qui vivent jusqu'à un âge vénérable, évidemment, on souligne à ce moment-là, mais c'est évidemment les belles histoires font rarement les manchettes où on en entend moins parler quand ça va bien. Quand ça va moins bien, bon, on focus un peu plus là-dessus. Évidemment, la nature humaine est ainsi faite. Alors, c'est sûr que dans ce temps-là, ça me traverse un peu plus l'esprit. On ne veut pas que ça arrive. On essaie de faire un peu plus attention, peut-être, de dire, bon, regarde, je suis pas malade, mais je ne veux pas courir non plus après. Puis ça ne veut pas nécessairement dire que ça va l'empêcher de l'être ou non. C'est un facteur parmi tant d'autres, j'en suis conscient. Mais peut-être un peu plus en penser, d'avoir cette idée-là dans la tête en disant, ben là, ça va bien, mais on espère que ça continue. Alors, c'est peut-être plus en ce sens-là que je dirais que la quarantaine maintenant, puis bientôt la cinquantaine, se fait ressentir au niveau du corps. Bon, je ne joue plus au hockey, je joue au curling. Alors, je disais tantôt, c'est ça, c'était moins de sport le fun. On brosse beaucoup de pierres, mais c'est quand même moins prenant. Au niveau cardio, c'est complètement, disons pas de mensonge, là, que le hockey, mais quand même, voilà, c'est là où j'en suis. Mais c'est ça, physiquement, ça va bien. Tant mieux. J'espère que ça continue comme ça. On fait attention aussi, mais c'est vraiment dans cet esprit-là, je dirais, de temps en temps, ça nous passe à l'esprit de ce qui peut arriver, mais évidemment qu'on ne veut pas que ça arrive. Ben, tu as l'occasion, c'est un des grands avantages quand on participe à la quarantaine de recevoir 2 baguettes magiques que tu peux utiliser pour faire des changements. Et c'est ma façon de te demander qu'est-ce que tu voudrais changer. Puis c'est peut-être pas des choses complètement impossibles à changer, mais avec un petit peu de magie, ça se fait mieux. Les 2 baguettes, il y en a une que tu peux utiliser pour changer ton monde, ce qui t'entoure, ton environnement immédiat, toi-même, les gens autour de toi, et l'autre, tu peux utiliser pour changer le monde. Les prends-tu? Et si oui, qu'est-ce que tu fais avec? Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire avec. Je choisirais la baguette pour changer le monde. Prenons celle-là. On n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est sûr qu'on s'imagine évidemment la meilleure des choses, mais un des, je dirais des sujets qui me touche plus particulièrement, bien que j'ai été impliqué dans plusieurs choses, plusieurs organisations dans ma vie, mais pas directement là-dedans, mais ce qui touche particulièrement les enfants, ça vient me chercher. Ça vient me chercher entre autres, tu sais, dans les médias, on entend souvent parler dans des problématiques, là, que ce soit, on voyait récemment, là, justement, là, les petits déjeuners là, entre autres, là, qui pourront pas là, ouvrir plus de services dans d'autres écoles pour les enfants qui viennent à l'école là, sans avoir mangé le matin, ou bon, les problèmes de violence, tout ce qui touche les enfants de manière générale. Je savais que quelque chose, mais plein de choses qu'on pourrait changer, mais pour le monde, toute la violence, la souffrance de manière générale aux enfants, ouais, c'est un sujet ce qui me touche particulièrement. Alors, si je pouvais utiliser cette baguette-là pour changer ça et faire en sorte que les enfants puissent vivre leur enfance en toute quiétude et dans le bonheur, comme j'ai eu la chance de le vivre avec ma famille, mon père, ma mère et mon frère. C'est ce que je fais. Merci. C'est un beau choix, c'est généreux. Qu'est-ce que tu peux aussi utiliser l'autre baguette? Tu as le droit. Qu'est-ce que tu fais avec? J'ai le droit. Ouais, je suis chanceux. Changer mon monde. J'ai moi, ce que je veux. En fait, disons pour l'avenir, je disais tout à l'heure que pendant un certain temps, je regardais pas très, très loin. Je le fais encore. Je suis encore assez moyen terme parce que j'ai une
une relation différente. Une relation, c'est peut-être pas le bon mot, mais disons avec l'avenir et les projets d'avenir, quand on se projette dans l'avenir, puis qu'on a les projets, puis du jour au lendemain, évidemment, c'est ce qu'on avait planifié ou ce qu'on anticipait, c'est plus ça. Ça change un peu, en fait, ça change la perspective de dire, ben, je veux ça plus tard, alors qui est possible. On souhaite que ça arrive, mais disons qu'il faut être quand même faire preuve de souplesse, de s'adapter, parce que ça se peut que les projets qu'on planifie n'arrivent pas. Mais à tout événement, moi, de mon côté, ce que j'ai commencé, ce qu'on avait déjà commencé un peu à faire avant le décès de ma femme, et que là, je voulais poursuivre, puis qu'on a poursuivi récemment avec mes filles, c'est la capacité, j'espère que ça va se réaliser, de voyager. J'ai voyagé un peu quand j'étais plus jeune, moins qu'aujourd'hui. Maintenant, les jeunes voyagent beaucoup et c'est tant mieux là, pour avoir fait souvent des entrevues avec des futurs stagiaires dans les bureaux quand j'étais en pratique privée. Souvent, les CV qu'on recevait étaient remplis d'expériences internationales et c'est tant mieux que j'avais. Donc, c'était moins populaire ou moins publicisé. Peut-être ça se faisait, mais c'était moins publicisé quand j'avais le même âge. Là. Mais je vois que mes filles, maintenant, c'est une entre autres, là, je pense que ça s'en vient bientôt. Là. Mais ouais, changer mon monde pour avoir cette capacité-là de voir des choses, de voir les gens également, voyager, voir je suis amateur d'histoire, alors visiter des lieux d'époque qui ont pu marquer la civilisation au sens large. Bon, c'est des choses que j'aimerais faire, les projets. Disons une baguette, pas pour changer les choses à court terme, mais disons pour le prochain avenir avec des souhaits, disons, pour que ces projets-là se réalisent. Certains voyages que j'aimerais faire, c'est ce que je fais. Des vacances un petit peu plus longues. Ouais, ben là, on vient de faire un beau voyage. Mon frère qui habite en Australie. Alors, on vient de faire, on arrive d'Australie. Alors, tu sais, ça s'est réalisé, ce voyage-là quand même, on l'a fait. Mais c'est un premier pas, disons, avec mes filles. Bon, on va voir, je suis très content de le faire. Ils commencent à travailler, puis peut-être à court ou moyen terme, ça va être un peu plus difficile. Je suis content d'avoir fait ce voyage familial-là pour aller voir mon frère là-bas, voir sa petite famille, où il vit, puis bon, découvrir évidemment ce coin du monde. Mais disons que je souhaite à tout événement que c'est un premier pas qui va mener à d'autres à court et moyen terme. Merveilleux. Et j'aimerais conclure avec une toute dernière question et te demander, au sens large ou au sens que tu veux, quel héritage souhaites-tu laisser? Très bonne question. S'il y a un héritage que j'aimerais laisser, en fait, à mes filles, c'est pas quelque chose qui est tangible, c'est plus une question de trait de personnalité pour chacune d'entre elles, de pas douter dans leur capacité, puis de voir qu'ils ont fait preuve au cours des dernières années d'une capacité de résilience incroyable. Mais c'est surtout d'avoir cette capacité-là de croire en leur plein potentiel et qu'elles sachent ce qu'elles veulent faire, évidemment, avec le travail, elles peuvent le faire. Et alors, c'est pas tant quelque chose de tangible, mais je pense que c'est un trait de personnalité qui les marque déjà, mais qui, à mon sens, peut être également plus prononcé pour vraiment qu'ils puissent se réaliser selon leurs désirs, ce qu'elles veulent faire. Et s'ils réussissent à avoir cette qualité-là, cette conscience-là de ce qui peut les animer, de ce qu'elles peuvent faire de leur vie, je
pourrais dire, au moins de ce point de vue-là, je pourrais dire mission accomplie. Merci Frédéric Maltais pour cette conversation et merci à vous d'avoir passé cette heure avec nous. Pour réagir à ce 28e épisode de La Quarantaine, visitez-moi sur Instagram, laquarantaine.balado, ou bien écrivez-moi à bonjour@laquarantaine-balado.com. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de revenir la semaine prochaine pour une autre conversation.